Bonjour à tous. Donc, je suis Julien Gautet, je suis socio-économiste à l'ONEMA et je suis venu vous présenter sur l'invitation de Laurent un travail qui avait été conduit en sciences humaines et sociales et qui s'intitule Comment développer un projet ambitieux de restauration d'un cours d'eau. Donc vous avez la publication. Alors deux mots hein, avant pour cette présentation. Je ne vais pas répondre à cette question de manière directive en vous disant exactement ce qu'il faut faire. On est en sciences humaines et sociales et donc on n'est pas sur des sciences qui se disent en général prédictives. C'est un retour d'expérience, donc c'est des enseignements, c'est des choses qui ont marché. Et donc il faut plutôt voir ça comme peut-être de bons conseils ou essayer en tout cas d'aller dans ces dynamiques-là. Hein. L'idée c'était d'étudier des trajectoires de restauration. Et puis le deuxième, je ne vais pas répondre à cette question de manière technique ou en écologie fluviale ou sur des aspects hydrauliques, mais plutôt sur les aspects de la conduite de projet et qu'est-ce qu'un projet de restauration qui finalement devient une opération de restauration dite réussite du point de vue essentiellement quand même de la personne ou en tout cas de l'institution qui avait généré ce projet. Une autre spécificité par rapport aux 4 autres interventions, je travaille à l'ONEMA, donc je suis un acteur de la politique de l'eau engagé pour appliquer la directive cadre européenne sur l'eau. Et donc forcément, on n'a peut-être pas, ou en tout cas on ne développe pas le point de vue aussi détaché que pourrait l'être un chercheur, ou avec un regard plus critique, étant donné qu'on est amené à appliquer une politique de l'eau en étroite collaboration avec les services de l'État. Ceci étant dit, les sciences humaines et sociales ont aussi quand même cette capacité à interroger les institutions et la politique publique et tout ce qu'on a dit ce matin sur la nature du bon État, qu'est-ce que le bon État, ou même les relations entre la science et la politique et toutes les incertitudes scientifiques finalement qui sont derrière la politique de l'eau et notamment de la restauration sont interrogées. Voilà un petit peu pour finalement presque le positionnement. Donc partons un peu du point de départ. Ce qu'on s'est dit à l'ONEMA, c'est que la restauration hydromorphologique est une perspective de changement pour l'aménagement des cours d'eau. On l'a encore vu ce matin dans les interventions, quand on prend le cas de la Somme, par exemple, qui n'a pas du tout été aménagé de la même façon et avec un certain nombre d'usages, et que ce changement à l'échelle collective, aujourd'hui, il est impulsé par les obligations de résultat de la DCE. C'est pas uniquement la DCE qui a motivé les opérations de restauration, mais on voit que c'est comme un puissant levier, à la fois d'un point de vue des objectifs, mais aussi d'un point de vue financier. Ce changement se heurte à un historique de pratique qui touche à la fois des dimensions économiques, culturelles, sociales, affectives, ce qui suscite souvent des réticences et des oppositions humaines. Et si on prend par exemple l'arasement ou l'effacement d'un ouvrage, souvent finalement l'obstacle à l'écoulement des eaux, il est peut-être des fois plus politique et social ou humain que physique, puisque d'un point de vue technique, on sait comment faire. On n'a peut-être pas forcément les bonnes raisons. Ce qui fait dire en fait que la restauration, restaurer un cours d'eau, c'est aussi réformer. Vous voyez un peu le jeu de mots. Et donc l'idée, c'était d'étudier, étudions certains cas, étudions ces réformes et voyons finalement si de certaines bonnes réformes, ou en tout cas des réformes qui ont bien fonctionné, on peut en tirer des enseignements pour les cas où on a plus de difficultés à réformer sur le territoire et à mener un projet de restauration. Donc c'est ce qu'on a appelé l'étude CERSO, qui a été financée par l'ONEMA et pilotée par l'ONEMA et réalisée par le bureau d'études ASCA en 2012-2013, comparaison européenne de restauration des cours d'eau. Il s'agissait en fait de comparer 12 projets de restauration en France et en Europe du point de vue des sciences humaines et sociales et d'étudier dans un premier temps 6 cas européens de référence. Ces 6 cas étaient des projets terminés et devaient être identifiés comme des succès en matière de restauration. Donc je ne parle pas sur toutes les incertitudes liées à la manière dont on peut évaluer le succès écologique ou physique, mais le succès d'un point de vue, le projet a été conduit, l'opération a été réalisée
et on met en œuvre un suivi. Donc il y avait 2 cas en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, au Luxembourg et en France. Et ces cas, dans un deuxième temps, devaient essayer d'éclairer, en tout cas il s'agissait de voir s'ils pouvaient éclairer des cas français plutôt problématiques, dont en cours, des projets de restauration en cours, et identifier donc comme présentant un certain nombre de difficultés dans leur mise en œuvre. Et ces cas étaient anonymisés. En fait, par comparaison finalement aux rivières, aux Burring rivières qui sont sous-étudiées, en sciences humaines et sociales, on a souvent plus de difficultés à étudier les cas intéressants qui seraient les cas où on est plutôt des cas d'échec. Et les gens viennent plutôt nous conter facilement les cas dont ils sont fiers, mais qui sont quelquefois en fait, on va dire, les moins intéressants, puisqu'il n'y a pas eu de débordement. Finalement, tout s'est bien passé. Et donc, pour le sociologue, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, une analyse stratégique, la posture, l'idée, c'était vraiment d'aider les gestionnaires des milieux à porter la réforme des cours d'eau. Et donc, l'hypothèse assez forte, c'est de dire quand même que le succès de nos projets dépend de nos intentions, mais aussi de celles des autres acteurs concernés, que la capacité d'un porteur de projet à convaincre, à persuader les indifférents et les opposants, à impliquer, à discuter, à négocier avec les acteurs concernés et à se faire des alliés parmi les acteurs qui ont du pouvoir est une condition du succès. Par acteurs qui ont du pouvoir, il ne faut pas uniquement entendre les acteurs, les élus politiques, il faut entendre les acteurs qui ont du poids sur le territoire. On le voit aujourd'hui, les acteurs qui ont un pouvoir finalement de conviction, ou prenez dans le monde social, certains leaders d'opinion, certaines stars ont largement autant de pouvoir à convaincre et persuader les gens que certains élus politiques. C'est la même chose sur les territoires. Et donc, c'était vraiment d'avoir une approche stratégique. Et je vous ai rappelé, là, on encadrait la définition de la stratégie, qui est finalement l'art de préparer, planifier, conduire et coordonner des actions pour atteindre un objectif. L'objectif, c'est d'atteindre l'opération de restauration. Alors, un des premiers enseignements dans le cadre de cette analyse stratégique, c'est qu'il est important de contextualiser le projet de restauration pour mieux agir, au sens où, je vais vous le montrer, on peut résumer un projet de restauration en fonction des acteurs qu'il va falloir convaincre, persuader, ou avec lesquels il va falloir finalement coproduire le projet, et puis distinguer selon que l'initiative elle est portée par une institution environnementale, que ce soit l'agence de l'eau, les services de l'État, ou que l'initiative du projet était plutôt un acteur du territoire, que ce soit une fédération de pêche, une communauté de communes. Et donc si vous prenez en ligne, vous avez grosso modo 2 types d'acteurs sur un territoire. Ce sont des figures, mais des acteurs, ce qu'on peut appeler des politiques sectorielles. Donc les acteurs de la chasse, ça va être les acteurs du monde de l'agriculture, ça va être les acteurs de la politique énergétique, les hydroélectriciens, vous allez avoir les acteurs du monde de la santé. Et puis vous avez les acteurs du niveau territorial, ce sont plutôt les riverains, les associations, les habitants. Alors bien sûr, un agriculteur, il n'a pas toujours la casquette de l'agriculteur, il peut être aussi pêcheur. Mais si on distingue, en fonction de l'interlocuteur qu'on va avoir, si c'est un acteur des politiques sectorielles, l'enjeu stratégique donc, qui se situe là, ça va être un travail de négociation, de démonstration et de compromis. Vous êtes avec des acteurs qui ont des intérêts en place. L'agriculteur, l'hydroélectricien, il produit, son objet, il a un intérêt. Et donc, vous allez être obligé de trouver un compromis, de lui montrer que le projet de restauration, il va y trouver son compte. Alors, c'est ce qu'on appelle de la négociation, de la démonstration. On est dans le domaine du calcul, dans le domaine du chiffre, du comptable. On pourrait décliner les adjectifs. Et puis, vous avez les acteurs du niveau territorial, plutôt le riverain ou le citoyen, et on l'est tous. Là, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller sur en tout cas ce que nous disent ces retours d'expérience et d'autres études, d'aller sur le domaine du chiffre ou finalement du calcul des services écosystémiques que vous allez obtenir. C'est plutôt un travail de conviction et de persuasion. Il faut donner du sens. Il faut que le projet il ait du sens, que les gens s'y retrouvent, et vous pouvez les convaincre finalement avec autre chose que des arguments économiques en général.
Ça, c'est d'un point de vue des acteurs. Si on lit le tableau en colonne, on a une initiative institutionnelle et initiative locale. Donc, comme je vous l'ai dit, plutôt service de l'État, agence de l'eau d'un côté, peut-être, et de l'autre, fédération de pêche ou syndicat de rivières. Si c'est une initiative institutionnelle, il va falloir territorialiser le projet de restauration qui peut apparaître parachuté, au sens où vous êtes une agence de l'eau, vous avez beau avoir des antennes, et même si les agences connaissent souvent les territoires, elles n'ont pas forcément la légitimité sur le territoire, elles ne connaissent pas forcément aussi bien le territoire qu'un élu, et donc il va falloir territorialiser ce projet. Donc ça veut dire, avec les acteurs des politiques sectorielles, l'articuler avec les autres politiques sectorielles, hein, par exemple la politique énergétique, avec la politique agricole, et puis avec les acteurs du niveau territorial, il va falloir trouver une place dans la restauration, pour la restauration dans la dynamique territoriale, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, les différents plans, les différentes finalement trajectoires qu'avait pris le territoire d'un point de vue socio-économique ou des usages. Et puis si c'est une initiative locale, là il va falloir rendre DCE compatible le projet spontané et consolider les soutiens territoriaux. Vous êtes une communauté de communes, pour des raisons de protection contre les inondations, vous avez prévu un projet de restauration, vous voulez obtenir le soutien soutien financier, notamment de l'agence de l'eau. Souvent, il va falloir mettre une dimension renaturation à votre projet qui était peut-être envisagé d'un point de vue très hydraulique. Et puis, vous avez beau être un acteur local, il faut toujours élargir l'assise territoriale du projet. Et on le verra, plus votre projet est ambitieux et finalement touche un réseau d'acteurs important, plus il va falloir finalement travailler à être légitime sur le territoire. Et on n'est jamais... c'est un peu comme la maxime de la SNCF, on communique jamais assez. C'est pareil sur finalement quand on est un acteur local, il faut sans cesse élargir ça. Et donc ça vous donne finalement une première grille de lecture qui assez intéressante, au sens où elle permet quand même de voir finalement les grandes directions dans lesquelles aller selon qu'on s'adresse à des acteurs économiques, sectoriels ou territoriaux, ou que l'initiative est institutionnelle ou locale. Un des deuxièmes enseignements de ce retour d'expérience que montrent les cas de réussite, et à l'inverse ceux qui sont peut-être un peu plus en difficulté, c'est la mobilisation de l'histoire. L'histoire, c'est une ressource pour le porteur de projet qui est souvent sous-utilisée. Et pourtant, on l'a encore vu ce matin, on est sans cesse à aller chercher dans l'histoire des problématiques, des causalités. Et l'importance de travailler cette histoire et finalement d'essayer de la mobiliser d'une manière peut-être stratégique, mais pas forcément malsaine, mais d'un point de vue vraiment stratégique, c'est ce que nous enseignent tous les travaux en sciences humaines et sociales, en tout cas une bonne partie, c'est que le porteur du problème et celui qui a réussi à démontrer le problème, en général, a de plus de facilité pour porter sa solution. Et si vous voulez, par exemple, porter un projet de restauration, il est intéressant d'essayer de raconter l'histoire de la rivière et de montrer finalement en quoi votre projet de restauration n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, mais est la réponse à une situation qui trouve ses racines dans l'histoire, et pas simplement d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue des usages, d'un point de vue, il y a eu différentes crues, voilà à chaque fois les conséquences, et voilà pourquoi nous menons ces travaux de restauration. Mais le faire de manière peut-être en utilisant ce que montre cette étude, c'est que utiliser une technique qui s'appelle la technique du récit. C'est comme vous y prenez un roman, vous avez la mise en intrigue, le fil conducteur, et puis vous avez finalement la fin de l'histoire, ou plutôt le début, selon que vous voulez inscrire finalement votre projet de restauration soit dans la rupture de cette histoire et de montrer, mais regardez, en fait on ne fait que revenir à un état initial qui était plutôt intéressant à la fois pour nos milieux, mais à la fois pour les usages, hein. On se baignait dans cette rivière, vous l'avez peut-être oublié, mais on a trouvé des gens qui le faisaient, ou alors totalement en rupture pour dire mais ce milieu-là est totalement dégradé depuis des siècles, et l'idée c'est finalement de lui faire prendre une nouvelle trajectoire beaucoup plus fournie en espèces par exemple, ou en habitant, et finalement c'est un milieu qui serait plus agréable à vivre. On y reviendra cet après-midi, mais cette dimension historique est assez
assez intéressante. Et alors le troisième enseignement, c'est la maîtrise des déterminants stratégiques du changement. Alors derrière ce terme un peu qui peut paraître un petit peu pompeux de déterminants stratégiques, qu'est-ce qu'on y met? En fait, on y met quatre choses. Ce sont en fait des déterminants qui, lorsqu'ils sont maîtrisés, on s'aperçoit que le projet de restauration a toutes les chances d'aboutir, de se transformer en réelle opération sans perdre de son ambition environnementale. C'est la reconnaissance du porteur du projet. Ça renvoie finalement à sa légitimité, ça renvoie à sa crédibilité. Et ça, c'est vraiment une dimension essentielle. C'est vraiment la capacité d'un acteur à enrôler les acteurs et à les convaincre. Le deuxième, c'est la pertinence sociale, territoriale et politique du projet. C'est qu'il faut que le projet ait du sens. Alors social, ça renvoie finalement aux usages qu'il y a et aux pratiques qu'il y a sur le territoire, que ce soit pratiques récréatives ou d'autres. Territorial, finalement, c'est le cadre de vie, l'environnement, l'aspect paysager. Et puis politique, c'est le rapport finalement le rapport à la nature, le rapport à la rivière que vous instaurez et restaurer une rivière, c'est pas simplement finalement répondre aux objectifs des CE. On peut comprendre que le riverain, de savoir qu'on va avoir une note de 3 et plus de 4, c'est pas forcément ce qui l'intéresse en priorité. Et donc il faut absolument trouver du sens. L'intégration technico-économique, là ça renvoie davantage aux partenaires dont on a évoqué, on va dire des politiques sectorielles. Il est quand même surtout quand on est sur des larges projets, important d'essayer de faire en sorte que les gens qui ont un intérêt sur le territoire puissent toujours s'y retrouver. Et puis la pérennité et la dynamique du projet, c'est finalement les engagements, la longévité du projet. Donc ça renvoie à la fois au suivi écologique, mais aussi peut-être aux outils dont on peut se doter pour sécuriser certaines choses, que ce soit via la maîtrise foncière ou d'autres modes de contractualisation. Alors, les sociologues nous disent voilà les quatre déterminants, d'accord, mais on est porteur de projet, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près 3 leviers d'action en général pour agir sur ces déterminants qui sont finalement là où ce qui est nécessaire de maîtriser. C'est le portage politique et technique, ça renvoie aux caractéristiques du porteur de projet et donc on peut distinguer le portage politique et le portage technique. Il n'est pas inenvisageable que celui qui tient le dossier ne soit pas forcément celui qui a les compétences techniques. En revanche, peut-être qu'il faudra qu'il s'arme de bureaux d'études ou de chercheurs pour convaincre. Il y a les initiatives locales, c'est-à-dire qu'il y a quand même des variables. On voit que tous les projets de restauration ne mobilisent pas de la même manière les actions, que ce soit les actions de concertation, que ce soit les actions de communication. Et puis la troisième variable, ça renvoie aux compétences et aux outils en gestion de projet, et qui sont finalement les qualités, l'expérience, les dispositifs pour gérer un projet. Au sens où il ne faut pas oublier que quand on porte et c'est un message clé, quand on porte un projet de restauration, on porte un projet de changement, et finalement la dimension restauration, elle est importante, elle est nécessaire, c'est tout ce qui renvoie à la dimension technique et en particulier écologique ou du génie écologique, mais vous êtes quand même sur un territoire, vous voulez le transformer et donc finalement vous menez un projet. Et là, ça demande des compétences particulières qu'on a peut-être quelquefois tendance à oublier, considérant que la pertinence technique du projet suffirait. Alors, quelques enseignements pour chaque déterminant, et en particulier les 3 premiers, puisque l'aspect pérennité a été compliqué à étudier dans le cadre de cette étude, puisqu'il n'y avait pas assez de recul, et que pour étudier la dynamique, il a fallu, ou peut-être que je reviendrai dans une dizaine d'années, vous comptez tout ça. Mais la reconnaissance du porteur du projet, bon, quelques enseignements qui ne sont pas forcément toujours, qui sont pas contre-intuitifs. Elle est plus ou moins importante selon l'ambition du projet. On pense que sur la Célune, la reconnaissance du porteur de projet sera peut-être
plus importante, ou en tout cas encore plus nécessaire que si c'est pour supprimer un petit seuil, encore que, mais ça va quand même relativement varier. L'acceptabilité du projet ne doit pas être le seul moteur pour trouver des alliés. C'est assez fréquent quand on vient, on nous demande de faire des études en sciences humaines et sociales. On nous dit mais comment on peut faire accepter le projet? Entendu que on doit faire accepter le projet. Et ce qui ressort, c'est que en essayant de à tout prix faire accepter, le risque c'est quand même de vider de sa substance écologique et environnementale le projet, et finalement de perdre d'autres alliés, puisque pour vous faire un certain nombre d'alliés, vous avez montré qu'il y avait une dimension écologique, renaturation. Si vous voulez que l'agence de l'eau vous finance jusqu'au bout, il va falloir quand même conserver une dimension environnementale à ce projet. Et puis au-delà même des soutiens financiers des agences, certains cas ont montré que les citoyens, les riverains qui avaient été intéressés, qui étaient de véritables soutiens à ce projet, avaient arrêté de le soutenir à partir du moment où ils ont vu qu'il y avait des négociations en catimini avec le monde agricole. Je vais m'arrêter sur cette dernière diapo. Et la troisième enseignement, c'est la crédibilité pour négocier avec les acteurs sectoriels. Vous allez vous présenter auprès du monde agricole ou auprès du monde des hydroélectriciens. Pour être crédible, en général, il faut arriver avec des études, il faut arriver finalement avec des données, et donc ça veut dire qu'il faut s'entourer d'un certain nombre de compétences nécessaires. Pour bien comprendre ça, il faut s'y mettre à la place. Finalement, c'est comme si vous aviez un agriculteur qui venait vous dire ce qu'il faut faire en termes de restauration écologique. S'il vous le dit comme ça, vous allez dire oui, c'est bien gentil, mais j'ai du mal à te croire. S'il venait avec un certain nombre d'études, de la biblio, et voir un bureau d'études qui a fait des études exactement sur le projet, peut-être qu'il gagne en crédibilité. On est un petit peu dans la perspective similaire. Sur la pertinence sociale, là aussi, des choses qui sont plus ou moins intuitives. Communiquer sur les multiples dimensions du projet, ça veut dire qu'il ne faut pas se restreindre à la dimension écologique en général, et il faut vraiment réencastrer le projet dans le territoire. Il faut donner à voir le projet pour le rendre tangible. Là, l'exemple que je prends, c'est souvent celui des urbanistes. En fait, leur projet, souvent, c'est de construire une tour ou de construire un quartier, mais ils ne réduisent pas ce quartier à du béton, ils mettent des gens, ils mettent des relations sociales, ils mettent finalement et c'est un peu ça quand on fait un projet de restauration. En tout cas, sur certains projets de restauration, il y a quand même une dimension, on va vivre le territoire d'une nouvelle manière. Alors si vous êtes en contexte urbain, c'est encore plus vrai que si vous êtes dans des contextes avec moins de démographie. Faire reconnaître l'exemplarité du projet, c'est aussi des choses qui ressortent, c'est quand une agence de l'eau, par exemple, sur un territoire, va mettre en vitrine un projet. Quelquefois, ça permet à ce territoire d'acquérir de la visibilité, et à certains, finalement, d'avoir une reconnaissance et d'être fiers de ce projet-là, qui leur paraissait pas forcément très intéressant, ou finalement ils étaient relativement indifférents, mais ils se rendent compte que l'attention qui est portée à leur territoire via ce projet les sensibilise. Et puis impliquer les acteurs sectoriels, c'est qu'on ne peut pas construire la pertinence sociale territoriale sans à un moment donné discuter avec les acteurs des politiques sectorielles. En revanche, on ne peut pas, j'ai mis un point d'exclamation parce il faut éviter d'avoir des négociations bilatérales. Il faut que cette implication se fasse dans un esprit concerté. Sinon, vous tombez dans la théorie du complot, où certains vont dire mais oui, en fait, on nous présente le projet, mais le projet il est en train de se définir ailleurs, entre le binôme agriculture et l'élu de la commune. Et puis enfin sur l'intégration technico-économique, donc là on est dans le registre de la démonstration, il faut vraiment montrer les opportunités pour les filières économiques, et il y en a aujourd'hui, il y a quand même tout un tas de mouvements sur la relocalisation de l'agriculture avec des labels, etc. Il ne faut pas hésiter à aller là-dessus, et il y a des expériences vraiment intéressantes. Recourir à une expertise technique multithématique, c'est-à-dire donc là sur tous les domaines, pas seulement écologique, fluvial, et on le voit, il y a des controverses au niveau écologique, mais il y en a aussi en agronomie, etc. Et donc il faut aller sur tout ça. Et obtenir un soutien institutionnel pour négocier avec les acteurs économiques, ça c'est surtout valable quand vous avez affaire à
un projet de restauration locale, mais qui va venir perturber un usage de l'eau dont le centre de décision n'est pas local, mais plutôt à une autre échelle. Et en particulier, je pense à l'hydroélectricité, où le jeu ne se joue pas forcément à l'échelle locale, mais se joue plutôt en région parisienne, voire davantage. Et en ce sens-là, si vous êtes un syndicat de rivière ou une petite commune, vous allez avoir besoin d'acteurs situés à une échelle supérieure, en particulier les agences de l'eau. Et donc tout ça est relié à la pérennité du projet, puisque la pertinence sera d'autant plus forte que vous arrivez à garantir qu'il y a une pérennité du projet, que vous n'êtes pas sur quelque chose de totalement ponctuel, que l'intégration technico-économique, vous amenez des instruments qui permettent de montrer que vous inquiétez pas, on va vous demander de changer vos pratiques culturelles, mais on a des instruments qui permettent de vous assurer un revenu pendant quelques années. Voilà. Ça va être rapide avant d'aller déjeuner. Je pense qu'effectivement, dans tous les projets sur lesquels on travaille, c'est qu'on est sur de la propriété privée à 99%, et autant, et justement cette dimension humaine, elle est vachement importante, parce que souvent en tant que technicien, on raisonne sur les hydrosystèmes, mais c'est vraiment avant tout des sociosystèmes, c'est-à-dire que c'est vraiment hyper important, et on peut avoir le plus beau projet du monde d'un point de vue comment dire, environnemental, et puis se planter magistralement. Enfin, moi j'en ai fait un, et c'était assez douloureux in fine. Et je pense qu'effectivement, il y a par rapport à, disons, aux actions qui sont mises en œuvre, actuellement, on a même si l'argent est rare, il y en a quand même. On a un peu de connaissances techniques, et en étant, avec les CTMA, en fait, ça peut être relativement facile à dérouler. Le problème, c'est qu'en fait, souvent, on met en œuvre des projets techniques avant d'avoir mis en fait en place le projet de territoire. Et au lieu d'avoir un temps de maturation nécessaire de ce projet de territoire sur l'eau, enfin sur différentes thématiques, tout thème confondu, en fait on demande, et avec la DCE, on demande de mettre en place des programmes. Et hier j'étais encore sur un cours d'eau, on se rend compte qu'il y a un tiers des actions qui ne sont pas faites parce que on n'a pas eu l'accord d'un tel. On n'a pas pu faire ci, on n'a pas pu faire ça. Et c'est vraiment, il y a une déperdition énorme, parce que justement, ce que vous dites, c'est-à-dire le fait humain n'est pas intégré dans la dynamique du projet. Et parce qu'il y a une urgence à faire. Or, on est sur des temps longs, très longs même. Je pense qu'en effet, le facteur humain, en fait, il vient au bout d'un moment. Hein. En fait, on a des oppositions. Ce qui ressort aussi quand même de ces études, c'est qu'on s'aperçoit qu'on oublie quand même quelquefois que la directive cadre européenne, si on la traduit telle qu'elle est par ses indicateurs, c'est totalement abscon et bureaucratique et technocratique, mais elle n'a pas non plus émergé dans la tête de technocrates de Bruxelles. Il y a une demande sociale pour un environnement de meilleure qualité, et ça, sur les projets de restauration et d'autres, on s'aperçoit qu'on a les porteurs sont fixés sur les adversaires, absolument à vouloir, oui, mais on sait que ça va buter sur les agriculteurs, mais il y a un certain nombre de gens qui sont peut-être pas, qui sont invisibles, parce que quand c'est les travaux sur le changement social, quand vous voulez porter une politique de changement, ceux qui ont intérêt au changement, ils sont en place. Et ils sont prêts à se mobiliser, et vraiment au sens fort du terme. Ceux qui ont intérêt au changement, souvent, ils existent, mais que sur le papier. C'est-à-dire, c'est une enquête d'opinion qui va montrer que les gens voudraient. Mais ils ne vont pas forcément se mobiliser parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont à gagner. Et donc, c'est aux porteurs de projets d'arriver à fabriquer cette demande sociale, ou en tout cas à la traduire. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais de ne pas toujours se fixer face à ses adversaires. Parce que un porteur de projet, s'il arrive à montrer que toute une population, c'est ce que font les hommes politiques quand ils veulent porter des réformes. Hein. Aujourd'hui, ils s'appuient finalement sur des enquêtes d'opinion, etc., pour montrer que ceux qui contestent, ils sont torts, ils sont minoritaires. Mais c'est aussi quelque chose qui ressort, c'est qu'on a tendance, j'entends bien la difficulté d'intervenir sur
chez des propriétaires privés. La question de la maîtrise foncière, elle est déterminante et elle est souvent une clé de la réussite des projets. Mais ne pas oublier quand même qu'on est dans un mouvement vers toujours plus. Il y a une demande pour l'environnement. Ça ne veut pas dire que les acteurs politiques, certains mettent l'économique aujourd'hui en avant, mais il y a quand même cette demande croissante et on n'est plus dans les années 70 ou 80. Il y a un certain nombre de connaissances. Donc, en fait, par rapport aux interventions, j'ai envie d'être optimiste et donc de dire que tout n'est pas impossible mais peut-être qu'en effet il faudrait peut-être travailler davantage les projets de territoire, de lâcher un petit peu la technique, même si elle est nécessaire et importante. Mais ce que les interventions de ce matin disaient, c'est qu'on ne peut pas tout attendre actuellement de la science et de la technique. Il y a un certain nombre d'incertitudes. On avance finalement un petit peu à l'aveugle sur certaines choses. Et que même quand on a des certitudes, on voit quand même que selon l'angle de vue, si on prend le parti des poissons ou si on prend le parti des invertébrés, on ne va peut-être pas porter le même type d'objet de restauration. Et ça vient finalement un peu quand même... Je pense que ce matin, c'était peut-être un peu perturbant parce que ça vient fragiliser le lien qui existe entre finalement la science qui dit le juste et le vrai et qui nous dirait ce qu'il faut qu'on fasse, alors que c'est pas. Mon point de vue est que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, que ce soit en écologie ou dans d'autres domaines d'ailleurs. Mais Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a souvent un petit quiproquo quand on parle avec des chercheurs ou des scientifiques, c'est qu'on leur demande quelque chose de très carré. Et par nature, ils ne travaillent pas comme ça, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans le schéma où on essaie de définir des plages d'incertitude et qu'il faut accepter ces incertitudes. Et c'est ça qu'on a du mal à faire transmettre. Et la plupart du temps, il y a une espèce de dialogue de sourds où on nous demande des solutions assez claires et nous on répond peut-être. Et c'est ce qui se passe très régulièrement. Et là, il y a un petit point d'accroche, je pense. Enfin, un petit point là, non, oui, mais moi je veux prêcher un convaincu. Mais je pense qu'on n'est pas dans le domaine de la science, ou on est dans le domaine de l'expertise. Et l'expertise, c'est forcément une transgression. C'est on vous demande d'en dire beaucoup plus que ce que vous savez. Ce que vous savez, c'est ce que vous avez observé. Et après, on vous demande, et donc, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Ah, mais ça, je sais pas. Moi, dans mon laboratoire, ça se passe comme ça, en contrôlé. Donc, laboratoire de plein air ou laboratoire à l'intérieur. Mais la mobilisation des connaissances scientifiques vis-à-vis de la politique, c'est souvent de l'expertise. Et l'expertise, ce n'est ni de la science, ni de la politique. C'est les deux. Et quand je disais derrière l'image de la science, c'est le juste, le vrai, c'est l'image finalement d'Épinal. Et c'est celle c'est-à-dire, on a une science objective qui serait capable... Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'autant que quand on étudie vraiment le fonctionnement scientifique, on voit que il n'y a pas beaucoup de consensus dans la science. Il y en a un petit peu, mais c'est-à-dire que c'est pas, en tout cas sur des sciences relativement jeunes, on est quand même souvent sur un certain nombre d'incertitudes, de controverses. Pas partout, hein, je l'accorde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même une politique publique qui s'est un peu assise sur des connaissances scientifiques. On pourrait faire l'histoire de la DCE et de la directive. J'ai une collègue qui a fait tout un travail sur l'origine de la DCE, de la notion de bon état, et qui vous montre que cette notion-là, bien sûr que c'est un compromis et qu'on est encore en mal de la définir. Mais on est sur une politique qui s'est fabriquée sur davantage la légitimité scientifique et qui quand même aujourd'hui est questionné sur cela, puisque on voit que la science nous dit mais finalement vous nous dites qu'il faut faire ça, quoi. On a dit, ou en tout cas vous postulez, vous politiques, qu'il faut faire ça, mais c'est pas tout à fait évident, c'est pas tout à fait sûr, mais parce que la politique européenne se construit essentiellement sur la légitimité scientifique et pas sur la légitimité des peuples. Donc c'est vraiment, on pourrait revenir sur des... Mais ce que vous dites, c'est clairement il y a souvent quand même le lien science et politique est impensé ou mal pensé et donc met en porte-à-faux souvent les chercheurs scientifiques qui sont sommés de répondre à des questions noir ou blanc alors qu'ils n'ont pas les outils ni les armes pour répondre noir ou blanc. Moi je le traduirais comme ça, mais...